Bonsoir, bienvenue à tous à ce webinaire consacré au SDRA de l'enfant. Donc après deux webinaires qui ont précédé, qui ont traité le SDRA de l'adulte. Alors cette soirée, donc on va voir les actualités de la prise en charge du SDRA de l'enfant. Donc d'abord, je tiens à remercier le club Eureka de l'invitation et de l'organisation. Donc, pour faire connaître ce club, c'est un nouveau-né de la SMAR, donc il est très actif donc par rapport à la formation continue. Donc, ça fait bien bel et bien donc 2 ou 3 mois qu'on assiste à des webinaires et le groupe, bien sûr, est épaulé par la société mère qui est la SMAR, donc son président, Monsieur Jamal Cohen, et Kenza qui assure toute l'organisation et toute la partie technique de ces webinaires. Donc, je les remercie encore une fois. Donc, ce webinaire donc, qui sera présenté par notre éminent professeur Younous de Marrakech. Donc, elle sera modérée par moi-même. Je suis professeur Amal Hawdar, je suis professeur de la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé sur site Casablanca. Et je suis responsable du service de réanimation pédiatrique de l'hôpital HCK et sera aussi co-modéré avec ma collègue professeure Juzline Dormi, donc de Fès, donc qui aura l'opportunité de se présenter et de nous introduire professeur Younous. Donc, avant de lui donner la parole, je veux juste insister sur un point qu'il y a un chat qui est ouvert à vos questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, si vous avez des questions ou bien des cas que vous avez vus sur le SDRA de l'enfant et que vous voulez partager votre expérience. Donc, à vous, professeur Judeline, donc la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, professeur Hawdar, pour cette introduction. Je suis ravie d'être parmi vous pour modérer ce webinaire. Avant de commencer, je suis Judeline Dormi, je suis professeure assistante au service de réanimation mère-enfant à Fès, au CHU Hassan de Fès. Donc, je souhaite adresser un grand remerciement à toute l'équipe de Club Eureka pour leur engagement et leur formidable travail dans l'organisation de cette session. Un merci tout particulier également à notre orateur, professeur Younous, professeur en anesthésie et réanimation, chef de service de réanimation pédiatrique au CHU Mohamed VI à Marrakech. Merci pour votre présence, votre disponibilité et pour le partage précieux de votre expertise. À vous la parole, professeur Younous. Merci les amis, merci professeur Hawdar, merci professeur Joudlin. Merci au groupe Eureka, qui est un groupe, honnêtement, c'est innovateur et qui a choisi un sujet et qui veut qu'on traite beaucoup plus les actualités et l'innovation. Donc, je définis la définition. Le SDRA n'est pas une maladie en soi, mais c'est un syndrome. C'est pas une maladie, c'est un syndrome. Donc, il s'accompagne ou il accompagne une ou des maladies et reflète la sévérité de l'inflammation. Donc, cette inflammation peut être primaire par pneumonie, bronchoaspiration, contusion, inhalation de toxiques, brûlure pulmonaire ou noyade. Comme ça peut être secondaire, notamment dans toutes les agressions sévères, sepsis, péritonite, les traumatismes, la CEC, la pancréatite, la chirurgie ou une brûlure grave. Sur le plan épidémiologique, il est difficile d'établir, hein. Vous savez que c'est récent, il y a des nouvelles définitions. Néanmoins, chez les adultes en soins intensifs, 10 à 15% des admissions en soins intensifs, 15 à 20% des patients intubés. Mais en pédiatrie, c'est 0,7 à 4,2 des admissions. Mais pour les patients intubés, ça peut aller jusqu'à 10, voire 12% des patients intubés qui développent le SDRA. Et si on partage un peu si on voit un peu l'épidémiologie en se basant sur la définition de Berlin, les formes légères, c'est 22%, les formes modérées sont les plus fréquentes, 50%, et les formes sévères, 28%. Donc, l'histoire de SDRA ou ARDS, vous savez que c'était en 1967 par M. Hasbrook,
Puis après 94, il y a une définition européenne et américaine. Puis en 2012, et les pédiatres commencent à s'intéresser. Donc on était attaché à la définition de Berlin, mais on sentait que c'était pas, il y avait quelque chose qui est étrange un peu à l'enfant. Puis en 2015, il y avait ce qu'on appelle le PALIC. C'est une conférence de consensus, c'est axé sur les lésions pédiatriques. Puis, on s'est dit qu'il y a quelques lacunes en 2015, puis en 2023, on invente une nouvelle définition PALIC 2, et même dans l'avenir proche, il y aura un PALIC 3. Suivant. Suivant. Donc, je rappelle que la définition PALIC 2015, donc c'était Berlin 2012, PALIC 2015, parce que tout simplement, on comprend que l'enfant n'est pas un adulte en miniature. L'enfant, il a ses particularités, hein. Sa consommation d'oxygène est différente, sa compliance pulmonaire est différente, sa réserve en oxygène est différente. L'enfant s'épuise rapidement et travaille beaucoup plus le muscle diaphragmatique. Pardon, le slide. OK, donc c'est la définition, vous voyez que la définition de 2015, c'était bien sûr l'âge, donc de la période néonatale à la période de 18 ans, mais quand on dit néonatal, il faut éliminer la pathologie néonatale, notamment hernie diaphragmatique, inhalation méconiale, malformation pulmonaire, quoique l'équipe de néonatologie n'aime pas cette définition, ils ont la définition de Montreux, donc néonatal RDS. Donc, mais c'est des définitions qui peuvent être appliquées à la période néonatale en éliminant les pathologies proprement pulmonaires néonatales. Le temps, c'est dans les 7 jours, hein. Puis après, l'origine, c'est pas cardiaque, c'est beaucoup plus pulmonaire. Et c'était en 2015, il y avait bien sûr l'image pulmonaire. Et en 2015, on a un peu été différent de Berlin et on s'est mis d'accord sur un paramètre qui est très important, c'est l'index d'oxygénation. Et on a vu que les patients intubés ventilés, on les classe en 3 classes. Et les patients sauvénés, on peut dire est-ce qu'ils ont SDRA ou pas de SDRA, mais sans se prononcer sur la gravité. Et même, on est allé plus loin pour des terrains, cardiopathie, lésions pulmonaires ou dysfonction ventricule gauche. Bon, des paramètres, des données, un peu des équations pour calculer le PAFI, c'est la PaO2 sur la FiO2. Si on n'a pas de gazométrie, c'est la saturation sur la FiO2. L'index d'oxygénation, qui est le paramètre innovant en pédiatrie, c'est la fraction inspirée d'oxygène multipliée par la pression moyenne des voies aériennes fois 100 divisé par la PaO2. Et si on n'a pas la PaO2, on remplace la PaO2 par la saturation, c'est la même équation. À la fin, c'est la saturation. Suivant. Puis après, il y a le PALIC 2. Vous voyez que le PALIC 2, dans le PALIC 2, c'est l'âge, c'est la même chose, le temps dans les 7 jours, l'origine pulmonaire. Maintenant, c'est l'origine, elle est pulmonaire, donc ce n'est pas cardiaque ou une surcharge. Et que sur le plan thoracique, on a ajouté quelques paramètres, on était précis. Hein. Ça peut être unilatéral aussi, on l'a écrit bel et bien unilatéral. En 2015 n'était pas écrit unilatéral. Unilatéral ou bilatéral, on peut faire le diagnostic de SDA. Puis il y avait un changement concernant quand est-ce qu'on parle de SDA, quand le rapport pour les gens qui n'ont pas de gazométrie, c'était auparavant 264, mais on a mis que ce paramètre à 250. Et on a fait une classification, que ce soit la ventilation non invasive, que la ventilation non invasive ou invasive. Et la particularité de PALIC 2, vous voyez que dans l'invasif, on a 2 groupes, léger et modéré, c'est quand l'index d'oxygénation inférieur à 16, entre 4 et 16. Sévère au-delà de 16, où on a un index de saturation, c'est au-delà de 12. Donc auparavant, c'était léger, modéré, puis sévère. Maintenant, avec PALIC 2, c'est 2 classes. Et même, on peut classer pour les patients qui sont en ventilation non invasive. Donc, on peut les classer. Hein. C'est sur le PALIC 2, sur le PALIC 1. Donc, on peut dire que SDRA, pas de SDRA, sans classification. Et que presque les mêmes critères que pour les cardiopathies congénitales, il faut que voir un peu la saturation de patient initiale et s'il y a une modification qui n'est pas en rapport avec sa cardiopathie, qui n'est pas en rapport avec sa pneumopathie, on peut dire que l'enfant il est en SDA. Ça résume un peu la définition actuelle. Oui. Donc, je vous donne un exemple.
Et je vous laisse le temps un peu de 2 minutes pour répondre à cette question. Un patient qui reçoit une ventilation mécanique avec une pression moyenne des voies aériennes de 20, une FiO2 à 60 et une saturation 98, une PaO2 à 85. Je vous demande de calculer le ratio PAFI, le ratio saturation fraction d'oxygène, l'index d'oxygénation ou l'index de saturation d'oxygène. Donc, quelques 1 à 2 minutes pour répondre à cette question. Donc, j'ai projeté les équations, vous savez un peu les équations, rapidement pour le calcul. Donc, en attendant qu'ils font leurs calculs, donc je résume un peu. Donc, c'est l'épidémiologie d'abord. Donc, le STRA, comme vous voyez, donc elle est moins fréquent, donc est moins fréquent aussi que celui de l'adulte, et que la définition a a évolué dans le temps et c'est individualisé de celle de l'adulte à partir de 2015. Donc, le PALIC 1, donc, il a défini les protocoles de prise en charge et aussi là, et nous a donné une définition qui est propre à l'enfant. Et bien sûr, vous avez vu que les spécificités, surtout par rapport à l'imagerie, donc avant, c'était on considérait des infiltrats bilatéraux. Actuellement, il n'y a que, on peut considérer juste une atteinte d'un poumon. On peut définir donc une atteinte individualisée à l'imagerie, donc que ce soit un scanner ou une radiographie thorax. Et bien sûr, c'est l'évaluation de la sévérité aussi qui a changé. Donc, au lieu d'avoir 3 catégories, donc on Okay, a deux catégories. Et la modalité ventilatoire aussi, on a inclus donc la VNI. Et bien sûr, tout à l'heure, professeur Younes va nous dire que, bien sûr, actuellement, le SDRA, on peut le ventiler en mode VNI. Donc, s'il répond aux critères. parfait. Donc, on passe à la deuxième slide pour projeter les réponses. Bon, les gens ils se comparent, hein. Donc, vous voyez que le PAFI, on prend la pression d'oxygène en millimètres de mercure divisé par le ratio de la FiO2. Par exemple, si vous ventilez à 100%, vous mettez un ratio 1. Si vous ventilez à 60%, vous mettez 0,6. La saturation sur la fraction, donc c'est la saturation en pourcentage sur le ratio de la FiO2. L'oxygénation, c'est la FiO2 fois la pression moyenne fois 100 divisé par la PaO2. Et la saturation d'oxygène, c'est on remplace la PaO2 par la saturation. Il vaut mieux avoir un KT pour mesurer la pression artérielle d'oxygène. Si on n'a pas de KT, si on n'a pas de gazométrie, on peut se contenter de la saturation. Et ce cas qui était ventilé à une pression moyenne de 20, les FiO2 à 60%, une saturation 98 et un PaO2 à 85. Donc l'équation donne 85 sur 0,6, c'est-à-dire qu'un ratio de 141, puis si on n'a pas de gazométrie, de saturation sur la FiO2, elle est à 163, donc elle est bel et bien inférieure à 250. Donc c'est un patient qui a une SDA. L'index d'oxygénation est à 14 ou l'index de saturation est à 12, donc c'est une forme modérée de SDA. OK, on passe. Maintenant, pourquoi on a changé de PALIC 2015 au PALIC 2? Vous voyez, slide? Donc, tout simplement, comme j'ai dit qu'auparavant, on ne précisait pas, est-ce que c'est unilatéral, bilatéral? Sur la VNI, on ne faisait pas de stratification, mais toujours on garde au moins une CIPA plus de 5. Oui, slide. Puis, les patients présentant un SDRA ou pédiatrique acute respiratoire déficit syndrome, on a ajouté cette forme à les patients qui sont à risque, hein, les patients à risque d'avoir une SDRA. Donc ça, c'est important, on le verra dans un slide à part. La sévérité a été réévaluée de forme. L'oxygénation doit être mesurée en état stable. Ça, c'est important, j'insiste sur ça, parce qu'on voit qu'au cours des gardes, parfois les gens ils disent que le patient il a développé une SDRA parce que son index d'oxygénation il était à 14, 16. Donc, il faut attendre un moment de stabilisation et c'est un moment où on dit que c'est 4 heures. Il faut attendre 4 heures pour
pouvoir dire que le patient il est en SDRA modéré ou sévère, et non pendant des épisodes transitoires de désaturation, d'atelectasie ou autre chose. Ça, c'est un point très important. Puis l'imagerie thoracique qui montre de nouvelles opacités qui n'étaient pas auparavant. Un épanchement ou autre ou atelectasie, ce n'est pas en faveur de SDA. Ça, c'est important à connaître. Donc, 4 heures, c'est bel et bien écrit 4 heures. OK, slide. Donc, ça, c'est les cas où c'est possible ou à risque. Vous voyez que les patients ont VNI. Déjà, ça permet de surveiller vos patients en réanimation et détecter les cas qui commencent à développer une SDRA sans se rendre compte. Et donc, c'est les patients qui sont sous CPAP, BIPAP ou high flow nasal cannula, un certain nombre de paramètres qui ont des rapports inférieurs à, par exemple, PAFI inférieur à 300 ou SAFI inférieur à 250, ou les patients à risque, c'est-à-dire que toute supplémentation en oxygène pour avoir une saturation plus de 80%, 88%. Et ça, c'est pour ces patients qui ont besoin d'oxygène. On a mis en bas pour orienter les gens. C'est quoi cette supplémentation? Ça dépend de l'âge. Par exemple, moins d'un an, s'il a besoin de plus de 2 litres, donc c'est un patient à risque. Entre 1 à 5 ans, s'il a besoin de plus de 4 litres pour avoir une saturation à 88%, c'est des patients à risque. Donc, il faut surveiller, il faut les protéger pour n'évoluer pas vers le SDRA modéré ou sévère. Et ça, c'est un point très important. Ça permet quand même de cibler un peu les patients de votre soin, de votre réanimation, pour détecter précocement les patients. Et donc, ça, c'est nouveau dans le PALIC 2, possible SDRA, à risque SDRA. Slide. Et donc, je vous pose cette question. Sur les deux radios, est-ce que la radio A à ma gauche est une SDRA? La radio à ma droite, est-ce que c'est une SDRA? Que pensez-vous? Donc, puisqu'on ne peut pas être très interactif, donc rapidement, il faut voir un peu votre radio. Pardon, l'autre avant. Donc, vous voyez que ça, on voit que le médiastat, il est attiré. Donc, ça, c'est une forme d'atelectasie. Donc, ça, ce n'est pas une SDA. Même si votre patient désature et à cette image, ça, c'est une atelectasie. Donc, ce n'est pas en faveur d'une SDA. Ce n'est pas des opacités, ce n'est pas des lésions, c'est une atelectasie. Par contre, vous voyez que le médiastat, il est refoulé. Ça, c'est un épanchement. Ça, c'est un épanchement. Et donc, vous drainez votre patient et il va s'améliorer. Donc, il faut faire attention à ces notions. Et on peut multiplier d'autres images radiologiques, notamment les enfants qui développent une myocardite virale. Certainement, ils ont des images, mais la myocardite, ça peut entraîner une insuffisance cardiaque, l'OAP. Donc, il faut faire attention à ces données. Slide. Donc ça, c'est bel et bien, c'est une atteinte pulmonaire, même bilatérale, on l'envoie sur la radio, sur le scanner. Donc ça, qu'en pensez-vous? Ça, c'est bel et bien une image en faveur de SDRA. Est-ce que le scanner est obligatoire? C'est une question qui revient souvent. Ben, le scanner, en fait, la question, on a une réponse sur la conférence de 2003. Le scanner n'est pas obligatoire. Donc ça, c'est clair. Le scanner n'est pas obligatoire pour le diagnostic de SDA. On peut demander un scanner si on pense à une pathologie sous-jacente ou une complication pour détecter mieux la pathologie sous-jacente. Slide. Bon, Je dans vous le donne même ordre, ouais. s'il vous plaît, professeur Younes, dans le même ordre de questions, surtout pour les nourrissons qui sont admis pour une détresse respiratoire, est-ce que chez vous, donc l'écoqueur est obligatoire? Donc pour éliminer surtout les cardiopathies cyanogènes, parce que c'est des enfants qui sont très probablement méconnus. Donc en l'absence de diagnostic prénatal et à la naissance, quand ils viennent avec ces infiltrats pulmonaires, donc qui sont en faveur bien sûr d'une atteinte pulmonaire, mais quand même avec des désaturations, est-ce que vous faites pratiquement les coqueurs pour éliminer des cardiopathies, notamment cyanogènes? J'ai un cas de cardiopathie cyanogène, mais ça, c'est cardiopathie connue. Mais si le cas n'est pas connu, bien sûr, devant une cyanose, en général, il faut penser aux cardiopathie. Donc, il y a pas mal d'éléments qui vont vous orienter. Et bien sûr, il faut demander l'écho pour l'écho-cœur si on pense à une cardiopathie. Donc, ça, c'est pour le diagnostic. Ce n'est pas pour le diagnostic de SDA, mais pour chercher une pathologie sous-jacente. Donc, ça, c'est un cas
Donc, un nourrisson de 6 mois qui présente une tachypnée à 70 battements par minute, donc il est polypique, tachycardie, une saturation de 65% à l'air ambiante. Il a un travail respiratoire important et une diminution de murmure vésiculaire, principalement du côté droit. Ses antécédents, c'est un nourrisson qui a une cardiopathie congénitale cyanogène, on va dire T4, avec une saturation de base à 86. Donc, il est connu qu'il a une saturation basse, mais à 86. Il présente une toux depuis 2 jours associée à une fièvre à 38. L'échocardiographie fonctionnelle cardiaque, il n'y a pas de changement par rapport à l'échographie antérieure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas une dysfonction cardiaque. C'est un enfant qui est nourrisson, qui a une tétralogie de Fallot, et là, sa tétralogie de Fallot, il n'y a pas de dysfonction qui est nouveau. Il a été mis en réanimation pédiatrique sous ventilation mécanique avec les paramètres suivants. Sa PEP à 8, sa pression de pic à 20, sa fraction inspirée à 60, qui générant donc une pression moyenne de 18, sa PaO2 à la gazométrie à 70 et sa saturation à 70%. Mes questions. Selon la définition du PALIC 2, peut-on considérer ce cas comme SDA? Prière de calcul, l'index d'oxygénation et l'index de saturation et le rapport PAFI. Pouvez-vous classer la sévérité de la maladie? Donc, 1 minute pour répondre à ces questions. OK, on passe? Ouais. Donc, selon la définition de PALIC, peut-on considérer ce cas comme un SDA? La réponse est oui. C'est un nourrisson, l'âge, 6 mois. Donc, on a dit que nouveau-né à 18 ans, le début dans les 7 jours, donc le début 2 jours, opacité parenchymateuse diffuse unilatérale, c'était unilatérale d'origine non cardiaque parce qu'à l'écho, il n'y avait pas de décompensation cardiaque. C'est un cardiaque, donc on fait l'écho pour voir est-ce que la désaturation en rapport avec une décompensation cardiaque. La question 2, selon ces paramètres que j'ai donnés, l'index d'oxygénation est 14,4 et l'index de saturation 14,4 et le PAFE à 116. Donc, c'est une SDRA tout court. Je peux dire SDRA, il est en SDRA. Mais pouvez-vous classer la sévérité de la maladie? Donc, non, on ne peut pas classer ces patients qui sont en terrain cardiaque ou pulmonaire. La définition PALIC, pour le moment, c'est un des lacunes de la classification ou de faiblesse. Il ne peut pas classer est-ce que le patient est modéré, sévère ou léger. Donc ça, probablement, il travaille sur ça dans l'avenir proche pour pouvoir classer ces patients. Donc pour les patients qui ont un terrain de cardiopathie ou atteinte pulmonaire, donc il suffit qu'il y a un changement dans leur saturation, dans le sens d'aggravation, mais pas en rapport avec la pathologie sous-jacente, pour dire que le patient il est en SDA tout court, mais on ne peut pas classer les patients. OK? Donc on passe. Merci, professeur Younous, pour ces précisions. Maintenant, passons à l'aspect pratique, celui qui nous concerne tous au quotidien, au lit du patient. Concrètement, professeur, comment recommandez-vous de régler les paramètres ventilatoires dans le SDRA pédiatrique? Comment peut-on déterminer la best PEP chez l'enfant atteint de SDRA? Ou est-ce qu'il y a une place pour les manœuvres de recrutement? Et si oui, comment on peut appliquer les manœuvres de recrutement chez un enfant en population pédiatrique? Merci, Dr. Jodeline. Donc, c'est une question très intéressante concernant les stratégies ventilatoires. On verra est-ce que ça ressemble à l'adulte ou non. Et peut-être on va poser des questions pour voir comment les gens font, mais je vais donner quelques pratiques dans le service où j'exerce. Donc, suivant. Donc, avant d'entamer la stratégie ventilatoire, bien sûr, on commence par la physiopathe. Le SDRA, on a dit que c'est une inflammation majeure et est une perte
des différents le parenchyme pulmonaire, vous voyez qu'il y a l'alvéole. À gauche, c'est la partie normale, il est vide, il est plein d'air. Puis après, il y a le surfactant qui permet une meilleure répartition des gaz. Puis après, il y a la partie entre l'alvéole et les capillaires, c'est un espace qui permet l'échange, et les capillaires qui rapportent le sang pour échanger le sang, l'oxygène et le CO2. Et à droite de cette image de l'alvéole, quand il y a de l'inflammation, l'alvéole elle est plein de, de, débris, plein de médiateurs d'inflammation, donc elle est un peu, il y a une sorte elle perd son aération, et même la membrane elle est altérée, et l'espace même entre le capillaire et l'alvéole, devient large, et donc ça empêche un peu l'oxygénation. Et que ces lésions dans le SDA, il évolue en phase, trois phases. Il y a la phase exudative, 7 jours, proliférative, 7 à 21 jours, et la phase fibrosante après la troisième semaine. Oui, slide. Donc, sur le plan aussi, hein, physiopathe, donc finalement, si on voit ça, on classe le poumon, il est divisé en trois parties. Une partie normale, voire un peu surdistendue, une partie consolidée, mais qui reste recrutable, qu'on peut la recruter, et une partie consolidée, mais non recrutable. Donc, le poumon n'est pas homogène, il est hétérogène. Même avec le temps, chez le même patient, ça varie. Donc, ça peut être normal, voire distendu, ça peut être consolidé, non recrutable. Et donc, qui n'est pas importante, qui reçoit un peu l'aération. Donc, c'est le concept de Babylingue. Et sur le plan zone alvéolo-capillaire, vous voyez que, pardon, avant, l'image avant, vous avez l'image avant. Donc, vous voyez que l'image, c'est les. Non, non, oui, c'est ça. Donc, vous voyez que l'état normal, il y a un échange. Mais parfois, quand l'alvéole est plein de produits d'inflammation, de liquide, et le sang passe et ne peut pas échanger, c'est l'effet Shandt. Il y a de l'hypoxie. Et l'inverse, c'est parfois l'alvéole très distendue, elle écrase les capillaires, et donc il y aura de l'espace mort, c'est l'hypercapnie. Et l'écrasement aussi, ça peut aboutir à l'HTAP qui existe dans 25% des patients qui ont le SDA. Donc, il y a un risque d'HTAP vraiment réel. Oui, image suivante. Donc, et de plus, l'ouverture cyclique des alvéoles, ça aboutit à un atélectotrauma. Ça pose beaucoup de problèmes. C'est l'intérêt de la PEP pour garder les alvéoles ouverts. Et donc, ça, c'est le concept d'open link ou approche link. Donc, il faut chercher une zone où que le poumon ne va pas s'atélectasier et le poumon n'est pas très distendu. OK? Slide. Donc, l'avancée la plus importante ces dernières années, c'était la mise en évidence d'une augmentation de la mortalité aussi liée à la surdistension alvéolaire qu'on appelle volotraumatisme. Et donc, depuis, on a compris que ventiler à 12 ml versus 6 ml une pression plateau max à 30, ça réduit la mortalité de 39 à 31%. Et c'était statistiquement significatif. De là est né le concept de ventilation protectrice. Et on se permet une hypercapnie, on se permet même une hypoxie. Donc, il faut ventiler à des petits volumes et se permettre une hypercapnie. Donc, ça, c'est pour protéger le poumon. Donc, on a vu l'atélectotrauma et le volotrauma qui sont très nocifs pour le poumon. Oui, slide. Et donc, la conférence de consensus de PALIC 2 a bien traité le sujet et a proposé ces éléments. Défini. Oui, slide. Donc, sur le plan stratégie ventilatoire, les modes ventilatoires, il n'y a pas de mode qui est recommandé. Vous pouvez ventiler en mode pression contrôlée, volume contrôlé, donc le mode que vous maîtrisez. Le volume courant, 6 à 8 ml par kilo de poids idéal. Et pour les cas vraiment où la pression plateau est très importante, ou le drive-in pressure est importante, on peut descendre à moins de 6, 4 à 6 parfois. Donc, on commence par 6, en général 6. Si on peut aller à 8, mais 6 sont moyens. Mais les patients où la pression
plateau il est augmenté, et le driven pressure, on a dit que ça crée des volotraumas, on peut descendre à 4. La pression plateau en général, on descend à moins 4, à moins 28, et si la compliance elle est diminuée, on peut tolérer 32. Et le driving pressure, il faut qu'elle soit, la pression motrice, il faut qu'elle soit inférieure à 15. La PEP attitrée selon les besoins en oxygène, selon la délivrance d'oxygène, selon la tolérance hémodynamique et selon la compliance statique des poumons. Et donc, ce qu'on propose, ou ce que le PALIC a proposé, c'est un niveau de PEP au niveau ou au-dessus des valeurs dans la table d'RDS Network. Donc, c'est une table où c'est décrit, on combine un peu la FiO2 à la PEP et on choisit, il y a deux tableaux. Il y a un tableau low PEP, FiO2, et un tableau high PEP. Donc, pour l'enfant, on recommande le low PEP FiO2. Slide. C'est le tableau. Hein. Vous voyez que le tableau, c'est low PEP FiO2. Donc, vous voyez qu'on combine la FiO2, on voit un peu la PEP et on essaie d'avoir cette combinaison. Et toujours, si on fait cette combinaison, c'est il faut toujours vérifier votre pression plateau et driving pressure. En modifiant la PEP, vous pouvez modifier la driving pressure. Et on a dit que la driving pressure, il faut qu'elle soit inférieure à 15. Et donc, toujours contrôler. Donc, ça, c'est ce qui est recommandé. Certains gens recommandent de titrer la PEP en manipulant la pression, en jouant sur la driver pressure ou la pression plateau. Donc, ils mettent que, pour l'étape, je rappelle que ça, c'est la pression. Donc, la figure que vous voyez en bas, c'est la pression de pic. La pression plateau, si on fait une pause inspiratoire, il y a la pression plateau, et que la driver pressure, c'est la différence entre la PEP et la pression plateau. Donc, étape 1, on mesure la pression plateau en faisant une pause inspiratoire, puis on augmente la PEP de 2 à 4 doucement, on attend 20 secondes et on remesure la pression plateau. Parce que le fait de donner de la PEP, ça recrute des alvéoles. Il se peut que la pression plateau va chuter, ce qu'on veut. S'il y a une diminution de la driver pressure, donc on répète l'étape de 1 à 3. Mais par contre, s'il y a une mauvaise tolérance, notamment une hypotension ou une augmentation de driver pressure, donc on revient à la PEP auparavant. Donc ça, c'est des gens qui titrent en jouant sur la PEP et pression plateau ou driver pressure. Hein, c'est la même chose. Hein, donc ça va revenir à la même chose. Donc il augmente la PEP et en attendant, on espère avec l'augmentation de la PEP un recrutement qui va diminuer la pression plateau et par conséquent va diminuer un peu la driver pressure. Oui. Un autre élément pour les gens qui travaillent avec la compliance, qui aiment travailler avec la compliance, je rappelle que vous voyez que c'est le cours pression-volume. La pression, donc, il a un bras au moment de l'inspiration et un bras au moment de l'expiration. Et donc, si vous mettez la PEP, si on voit un peu la branche inspiratoire, hein, vous mettez la PEP, quand vous augmentez, vous allez aérer. Et au moment de l'expiration, donc, quand vous diminuez la PEP, le poumon va s'affaisser. Slide. Moi, j'aime cette technique de compliance. Moi, j'aime voir un peu soit l'RDS, le tableau, soit pour si on a un peu de temps, ou si c'est le matin, mais pour au moins, on recommande pour les gens de garde, au moins de travailler avec l'RDS net. Et bien sûr, en vérifiant toujours la pression de plateau. Ça, c'est important. Mais si on est le matin ou si on maîtrise la technique là aussi, les pressions volume, c'est important. Ça, c'est les courbes qui existe dans tous les respirateurs actuellement. Il y a la partie inspiratoire et la branche expiratoire. Et on préfère un mode contrôlé, mode pression contrôlé. On débute avec une PEP à 10 parce que c'est des patients en général qui sont mauvais, qui ont besoin de recrutement, donc ils n'ont jamais une PEP à 5 ou 6, donc ils ont toujours une PEP au moins 8, 9, 10. Donc on démarre avec 10 et on a juste la FiO2, pas 100%, mais on met une FiO2 pour que la saturation soit 90-95. Pour voir un peu la modification. Si on met au-delà de 97, on ne voit pas de modification de la saturation parce que notre repère, ça devrait être la saturation. Donc la PEP est augmentée par palier de 2 et on augmente doucement.
et il faut attendre 4 minutes après chaque augmentation. Après chaque augmentation, il faut attendre un peu. Donc 2 minutes, puis après, dès qu'on arrive, on augmente, on augmente, on augmente, mais quand on arrive à une zone où il n'y a pas d'amélioration, ça, c'est inquiétant dès on est dans l'overdistension ou le premier point de la première détérioration. Donc, il faut rappeler le chiffre de la première détérioration, à quel niveau il y a une détérioration. Ça, c'est important. Donc, ça, c'est le chiffre à prendre. Donc, on augmente, on augmente, on augmente, on augmente par palier et on voit à quel niveau on a la détérioration. Puis, on commence à diminuer de la même manière, de 2, de 2, de 2, et on voit à quel chiffre on a la deuxième détérioration. Donc, ça, c'est important. Donc, deux chiffres à retenir. La première détérioration et la deuxième détérioration. La première détérioration, elle est en rapport, la première détérioration est en rapport avec la distension et la deuxième détérioration en rapport avec le dérecrutement alvéolaire. Donc la PEP optimale est de 2 cm au-dessus de la PEP à laquelle la seconde détérioration est survenue, et non pas la première détérioration, et non pas le point inférieur de déflexion. Donc ça, c'est important. La PEP optimale est de 2 cm au-dessus de la PEP à laquelle la seconde détérioration est survenue. Pourquoi la seconde, pourquoi on voit un peu sur la branche expiratoire? Parce qu'en général, c'est plus utile pour des raisons physiologiques. Donc, retenez la première détérioration, la deuxième détérioration et la PEP 2 cm au-dessus de la deuxième détérioration. OK, donc slide. Donc, après recrutement réussi, on essaie de diminuer la FiO2 et on cherche la FiO2 la plus basse. Donc, toutes les patients, il faut savoir que toutes les patients n'ont pas les poumons recrutables, hein. Le recrutement est considéré comme réussi si la compliance pulmonaire est dynamique au moins et permet une amélioration de 25% de rapport, par exemple, PAFI. Et ça, c'est important. Donc, pas toutes les patients sont recrutables. Par contre, si on veut faire une manœuvre de recrutement, re-recrutement après aspiration, on augmente jusqu'à la PEP de la première détérioration. Si on veut, par exemple, on a débranché le patient, malheureusement, il ne faut pas le faire, hein. Donc, si on a débranché le patient, on veut recruter, nous, on connaît le chiffre de la première détérioration, par exemple 18, donc on met à 18, on attend 3 à 5 minutes. Puis après, on commence à descendre vers notre deuxième détérioration. Donc, j'espère que c'est un peu clair, ces notions, mais RDS, sinon, les courbes pression-volume, il faut retenir deux chiffres, la première détérioration et la deuxième détérioration. La deuxième détérioration, c'est la PEP plus 2, c'est ça la PEP avec laquelle on va travailler, mais à condition qu'elle soit tolérée hémodynamiquement, à condition qu'elle n'entraîne pas une augmentation de driven pressure. Et si on veut recruter un patient parce qu'il a été débranché, donc on peut utiliser le chiffre de la première détérioration. Slide. Donc, les manœuvres de recrutement, on a parlé. Concernant le high frequency, bon, il n'y a pas de recommandation honnêtement dans le PALIC 3. Ils le disent, on peut essayer, on peut la reconsidérer si vraiment le patient ne s'améliore malgré on est arrivé au maximum avec la ventilation conventionnelle et que le patient ne s'améliore pas sur le plan saturation, il ne s'améliore pas sur le plan hémodynamique. La sonde d'intubation doit être aballonnée pour éviter les fuites, ça c'est important. La sonde d'intubation doit être aballonnée. Slide. Donc les cibles de saturation, donc ça c'est aussi important. Pas d'époxy, pas d'éperoxy. Donc on des chiffres pour les légers modérés 92 à 97. 92 à 97. Pour les formes sévères, avec une PEP optimale, on peut accepter 88, 92. Mais si la saturation est moins de 92, il faut se poser la question. Oui, c'est des chiffres, mais il faut voir un peu le patient. Est-ce que c'est suffisant pour l'oxygénation de ce patient? Donc, on exige à ce qu'on mesure aussi dans ces cas une saturation veineuse d'oxygène pour calculer la délivrance d'oxygène. Donc, si la saturation elle est à moins de 92, il faut savoir est-ce que c'est le patient, il profite de ce chiffre ou il a besoin d'un chiffre un peu plus important. Parce que l'amélioration d'oxygène l'amélioration de l'oxygène n'est pas liée à un meilleur anticorps.
Et sur le pH, on se permet une capnia à 7,2, c'est nécessaire pour rester dans les chiffres de pression plateau et de pression acceptable. On ne donne pas de bicarbonate en général, sauf pour les cas vraiment, c'est de l'exception. Oui, slide. Donc, bon, je pense que ça, c'était pour la stratégie ventilatoire. Vous voulez que je traite autre chose, Jodeline? Docteur Alors, Jodeline? donc, on comprend très bien que le volet ventilatoire dans la stratégie de la prise en charge du STRA est très importante. Et au-delà de ces connaissances de physiologie et de déroulement de cette ventilation, donc ce qui est plus important dans la pratique, c'est l'implémentation de ces stratégies au sein d'un service. Donc, il nécessite bel et bien un travail d'équipe, donc avec bien sûr une formation continue aussi bien pour les seniors que pour les résidents et le staff paramédical, parce que pour saisir tous ces calculs et bien sûr qui vont nécessiter des modifications ventilatoires, donc il faut que le travail soit fait d'une manière continue. Donc, et pour avancer et surtout pour connaître les actualités par rapport aux thérapeutiques adjuvantes et parfois qui vont même permettre d'optimiser cette ventilation, donc y compris bien sûr l'utilisation des curares, du décubitus ventral, du monoxyde d'azote, de la corticothérapie. Donc, si vous permettez, professeur Younous, de nous approcher un peu des nouvelles recommandations donc, qui sont apparues en 2023 par rapport à tous ces volets. Ok, donc Merci. concernant le PALIC 3, merci pour ces précisions parce que c'est important quand même ces données, il faut mettre l'accent sur ces données. Donc concernant le PALIC 3, pour la question de Eno, pas de routine. Et on peut l'essayer s'il y a de l'HTAP avec ou un dysfonctionnement du ventricule droit sévère. Et si on se prépare à une ECMO. Donc, mais il faut monitorer dans les 4 heures. S'il n'y a pas d'amélioration, donc on arrête le hélo. Donc, ce n'est pas systématique. Donc, si vraiment un HTAP est sévère ou si y a une dysfonction des ventricules droits et qu'on attend un peu à mettre en place une ECMO, et il faut dans les 4 heures prendre une décision, est-ce qu'on continue, est-ce que le patient est répondeur ou non répondeur. Le surfactant, pareil, pas de routine, hein. Donc on ne monte pas. Dès que je rentre, ça m'a étonné, honnêtement. Ça m'a étonné parce qu'en 2015, on le recommandait. Et on le recommandait pendant 16 heures d'affilée et pendant les 3 premiers jours. Par contre, dans le PALIC 23, il ne se prononce pas, donc il vous dit que si le patient ne s'améliore pas, vous pouvez l'essayer, mais sans préciser la durée. Ce n'est pas automatiquement 16 heures, ça peut être 4 heures, ça peut être 6 heures, ça peut être 8 heures. Donc, il n'y a pas de recommandation claire, mais la position n'était pas claire concernant le décubitus ventral dans le PALIC 23, totalement différent de ce qui était recommandé au PALIC 2015. Oui, slide. Diapo suivante. Donc, concernant les aspirations trachéales, pas d'évidence sur le système ouvert par rapport au système clos. Donc, pour ne pas débrancher, soi-disant, le patient, mais il n'y avait pas, il n'y avait pas d'évidence que le système clos améliorait les patients. Là, pareil, auparavant, on préconisait un peu le sérum salé, laver avec le sérum salé. Maintenant, on ne le recommande pas. La physiothérapie, bien sûr, la kinésithérapie, pas de recommandation. Corticoïdes, pareil, pas de routine. On dit que le SDRA, il y a plusieurs phénotypes. Probablement, c'est utile pour le SDRA de COVID, mais pas toutes les SDRA parce que c'est vraiment très hétérogène. Donc, on ne le recommande pas de façon systématique. Non plus, on ne recommande pas les autres prostaglandines, l'hélium, les fluidifiants, le salbutamol, le bromure proprium ne sont pas recommandés. Oui, slide. Concernant par contre la sédation, c'est important. La sédation, oui, la sédation, d'autant plus, c'est le patient nécessite des pressions élevées, des pressions, une PEP élevée, donc pour diminuer le travail respiratoire, pour améliorer sa consommation d'oxygène, délivrance d'oxygène. Donc ça, c'est des patients qui ont besoin de sédation. On commence par sédater le patient, traiter sa douleur et évaluer.
Par contre, les cures ne sont pas systématiques, mais souvent, pour les cas sévères, on est obligé quand même de curariser les patients dans les 3 premiers jours, hein. Donc, en monitorant la clinique, le TOF, en faisant chaque jour une pause pour voir est-ce que le patient il a besoin de curar ou il n'a pas besoin de curar. Et donc, ça, les curations, honnêtement, nous, on a la main facile de curariser les patients dans les SDRA sévères parce qu'ils permettent de travailler le respiratoire. Surtout, il ne faut pas laisser le patient en asynchrone. L'asynchronie, ça entraîne des cilies, c'est-à-dire des lésions auto-induites par le patient. Donc ça, il faut voir que le patient soit un peu synchronisé avec le respirateur. Si on n'arrive pas à synchroniser avec le réglage, on peut utiliser la curalisation, associée bien sûr à la sédation. Oui, slide. Le futur, hein. La ventilation high flow, on a répondu à cette question, mais il y a beaucoup de choses qui sont floues. La position ventrale, il y a une étude qui est maintenant lancée, le Prospect Study, eh bien, qui va répondre à cette question, notamment le DV, le high flow et même la PRV. Je sais que la PRV elle était très utilisée chez les adultes en SDRA, mais il n'y a pas de choses évidentes et claires chez l'enfant pour la PRV concernant le monitorage par l'écho, le caté œsophagienne ou la sonde œsophagienne, le mechanical power. Donc, c'est des choses qui ne sont pas encore étudiées chez l'enfant. Même quand j'ai vu une conférence de M. Khemani des États-Unis qui travaille beaucoup sur le palic, et quand ils lui ont répondu sur les cathés œsophagiens, il a dit que la majorité des sociétés qui fabriquent les cathés pédiatriques, ils ont fait faillite parce qu'on utilise très peu les cathés œsophagiens pour le moment. Et concernant les médicaments, donc on verra à suivre, hein. Donc les corticoïdes, j'ai parlé, les agents biologiques, parce qu'il y a pas mal de biomarqueurs, on peut les utiliser, les antagoniser. Donc peut-être on va travailler, peut-être dans les années à venir, on va phénotyper, génotyper les patients et traiter différemment. Puis, il ne faut pas oublier d'autres paramètres, hein. Il y a le poumon, il y a le côté psychologique. Slide. Donc, sur le plan, ne pas oublier de traiter la cause, ne pas oublier de s'occuper du reste. L'hémodynamique, c'est important. Un coup sur le ventricule droit, parce qu'il y a les HTAP, les escarres, la dénutrition, c'est important. Donc, il faut démarrer la nutrition dans les premiers 3 jours, dans les 72 premières heures. Et donc, il faut donner une quantité de protéines au moins qui doit être à 1,5 g par kilo par jour. Essayer de mobiliser le patient, éviter les surinfections et surtout le délirium et le syndrome de stress post-traumatique qui est assez fréquent dans ces situations de SDA. Donc, un soutien ventilatoire, un soutien hémodynamique, prévention d'infection, prévention, soutien nutritionnel métabolique, sans oublier le côté psychologique. Oui, slide. Donc, si vous voulez que je traite un peu les CMO, donc vous voulez que je traite autre chose, je suis prêt. Merci, professeur, pour ces détails en ce qui concerne le traitement adjuvant, que ce soit le NO, le DV, le curare, les autres traitements. Maintenant, face aux formes les plus sévères, un patient très hypoxémique, SDRA sévère, qui ne s'améliore pas souvent, mécanique optimale, tout le traitement adjuvant. Y a-t-il une place pour l'ECMO en pédiatrie dans le SDRA? Et quelles sont les difficultés spécifiques rencontrées dans cette prise en charge? Ok, donc moi je pense que je vais un peu essayer de répondre à ces questions à travers un cas qu'on a vécu, mais c'était un cas qu'on a vécu dans la période de H1N1. Je pense que entre 2016 et 2018, j'ai oublié la date exactement, mais probablement 2016. Donc c'était une petite de 2 ans, une fille de 2 ans, 14 kilos, admise aux urgences pour détresse respiratoire, fébrile depuis 4 jours. Bon, but instable sur le plan hémodynamique. Donc, on a intubé, on a mis une masque haute concentration, sa gazométrie. Il avait un PaO2 à 30, PCO2 à 35. Il était un peu en acidose.
une réponse à saturation était à 57 sous masse haute concentration. Bon, bien sûr, son bilan biologique, elle avait une CRP très augmentée, radiothoracique implantopathie extensive, on l'a intubé, ventilé, curalisé, avec les paramètres, elle avait même une pression plateau à 33 cm d'eau. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'écrits sur la pression plateau. On a mis une PEP à 10 et on l'a mis sous C3G macrolide et on a mis à l'époque, c'était Tamiflu parce qu'on visait le HANA aussi. Diapo. Donc, en réanimation H12, la petite ne s'améliore pas. Des épées de désaturation qui nécessitent des manœuvres de recrutement. À l'époque, on faisait des manœuvres de recrutement manuelles même. Donc, il ne faut pas faire maintenant les manœuvres de recrutement manuelles. Donc, ça, c'est beaucoup plus de traumatisme, hein. Donc, il faut peut-être faire les recrutements avec la PEP. Et on a même mis la petite en déclin ventrale et sa gazométrie était vraiment très inquiétante avec un index d'oxygénation à 40. Ça, c'est très inquiétant. Donc, la seule solution pour cette patiente, on n'avait pas la possibilité de faire HFO. On n'avait pas d'autre traitement parce que l'HFO, on a la HFO pour les nouveau-nés, c'est possible. Mais par contre, pour le HFO chez les enfants un peu plus grands, il y a une machine spéciale, il faut savoir la fonctionner, c'est chronophage. Ça, c'est très lourd, hein, pour faire fonctionner l'HFO chez l'enfant. C'est pas comme chez nous. Donc, pardon. Oh, avant, oui. Donc, elle avait un index d'oxygène à 40. Donc, il y a bel et bien l'indication, on était dans l'impasse, à part l'ECMO. Heureusement, on avait un cathé et il y avait le chirurgien cardiovasculaire qui était prêt. Oui, diapo. Donc, sa gazométrie avant la décanulation, vous voyez que c'était un peu très inquiétant. Et pour cette petite, on a fait une canulation ECMO véno-veineuse. Donc, on ne fait pas de véno artérielle, sauf s'il y a vraiment une dysfonction cardiaque sévère. Même s'il y a une dysfonction véno-veineuse, elle améliore l'HTAP par la suite, hein. Donc, véno-veineuse, on a fait un site fémoral et un site jugulaire pour la petite. Donc, une canule fémorale de 17, une canule jugulaire de 17, une canule fémorale de 15. Oui. Donc ça, c'était l'image en 2016, je pense 2016. Il y avait l'équipe de réanimation, l'équipe de cardiovasculaire. On a pratiqué l'ECMO, l'incision, le placement au service, au lit de la patiente, hein. Puis après, on a fait un contrôle pour voir un peu les canules, c'était bien placé. Et la patiente, ouais, ouais, slide. La patiente, elle a répondu à G3 sous ECMO. On a diminué doucement la pression de CO2 parce qu'à un certain moment, elle grimpait, amélioré doucement la patiente. À G3, donc les paramètres de la patiente, la ventilation, c'était ultra protectrice. On donnait des volumes au départ moins que ça, une fréquence légère, une PEPA 10 pour garder un peu les alvéoles ouverts. Vous voyez que la pression de plateau était au départ moins que ça. Mais c'était à G3, on a commencé un peu à jouer sur le respirateur et il avait quand même une gazométrie qui s'améliorait. On voyait qu'une amélioration nette. PaO2 à 81, alors qu'avant c'était un chiffre de 30, une CO2 qui est normale. Donc, on a sevré, donc il y avait une dysfonction du ventricule droit, on a mis sous noradrénadobutamine, on l'a sevré, hein. À G3, il était sevré de la noradrénadobutamine, on a géré l'anticoagulation avec l'héparine, et on avait à l'époque, on avait le NIRS, et on a pu surveiller un peu l'oxygénation cérébrale et somatique de la petite. Oui. Et à G5 d'ECMO, la patiente était un tube ventilé sédaté, mais et on a commencé puisque la patiente elle a amélioré ses chiffres hémodynamiques et gazométriques, on a dégraissé dégraissation progressive du balayage et on a arrêté, on a sevré doucement la patiente et elle a été reprise par la ventilation avec un volume courant à 90, une PEP à 8, une fréquence à 20 et la FiO2, on est passé à 40 avec une pression plateau était à 18. Et extubé à G11, puis après, hein, de G5 à G11, il était resté intubé, ventilé pendant 6 jours. Il a été extubé, et on l'a mis sous VNI, CPAP, sous Elmet, et la patiente a été déclarée sortante à G20 de son hospitalisation. OK? Donc, vous voyez que la patiente, ça, c'était une patiente après l'extubation, hein. Vous voyez qu'elle est rose et qu'elle a un casque de VNI, puis après, on a sevré de la vinyle. La patiente, je vis la patiente 2
trois fois, il a grandi, il est bien. Il n'a pas de séquelles neurologiques parce que après l'ECMO, donc il faut surveiller les patients. Et la surveillance après SDRA et ça, on surveille les patients sur 3 mois parce qu'il y a des complications neurologiques et même, il faut même proposer une surveillance respiratoire, notamment une spirométrie respiratoire si on a les moyens pour voir s'il y a une récupération d'intégrants. Mais sinon, sur le plan neurologique, c'est intéressant pour le SDRA et pour cette patiente, c'était pour l'ECMO. Vous voyez que ça pourrait être utile, même si on n'a pas trop l'habitude de l'ECMO. Une ECMO véno-veineuse, on peut l'implémenter dans un service de réanimation qui n'est pas spécialisé même dans la chirurgie cardiaque. Donc, slide. Moi, je pense que oui, l'ECMO, oui, c'est progression de l'atteinte malgré le traitement conservateur maximal, cause réversible. Ça, c'est les recommandations de 2023. Donc, la réponse était oui. S'il y a une cause réversible ou un patient éligible à la transplantation pulmonaire, s'il y a une dysfonction majeure d'organes, s'il y a absence de contre-indication, bien sûr, notamment hémorragie cérébrale ou souffrance neurologique, actuellement, il y a absence de critères définis. Quoique auparavant, on l'a défini un index d'oxygénation plus de 35, d'autres à 40, et qu'on a fait le maximum et on n'arrive pas à améliorer l'index d'oxygénation. Mais en tout cas, ils n'ont pas répondu sur des chiffres, mais ils ont dit que si vous arrivez à un traitement maximal et vous n'atteindrez pas les objectifs de pH ou de SPO2 ou de saturation, donc c'est proposer l'ECMO veineux, c'est le fonctionnel, mais sinon véno-artériel. Et éviter les changements rapides d'hyperoxie et les changements rapides de CO2. Slide. Donc, bon, moi je pense que sur le plan mortalité et SDRA en général, ça dépend de degré d'atteinte. Mais en général, une mortalité de 25% chez l'enfant, mais quand vous avez un index d'oxygénation plus de 16, ça pourrait être plus de 30%. Ça, c'est des chiffres qui rentrent un peu sur la mortalité, quoique chez l'adulte, c'est un peu plus important. Oui, slide. Et sur le plan morbidité, donc il ne faut pas oublier le côté neurocognitif, le comportement et le syndrome de stress post-traumatique pour l'enfant et même pour la famille. Et le syndrome de stress post-traumatique, c'est plus de 3 mois, parfois une année, voire plus. Slide. Je pense que ça, c'est une slide qui rassemble et qui résume tous les traitements avec leur escalade. Bon, il y a des traitements on a des certitudes, de traitements qu'on n'a pas beaucoup de certitudes, mais on les essaie. Oui, slide. Donc, pour moi, les messages à retenir, c'est que SDR n'est pas une maladie en soi, mais c'est une réponse inflammatoire à une agression. Et ça peut être primaire comme ça peut être secondaire. Le poumon doit être protégé le plus possible. Donc, stratégie de ventilation protectrice et monitoring. Et quand je dis le poumon doit être protégé, le PALIC 2 est la même. C'était les patients à risque. Donc, il faut savoir les cibler au cours de la visite dans les services, les patients, on a tous les patients qui sont monitorés par les SPO2. Donc, on demande aux gens au moins de faire ce rapport et voir un peu cibler les patients qui sont à risque pour les protéger. Les autres organes aussi sont également atteints. Hein. C'est dans le SDR, donc ça pourrait être une partie de la défaillance multiviscérale. Et l'évidence-based médecine en matière de SDR pédiatrique elle est en cours de développement et des recommandations qui vont peut-être sortir. Et l'évolution est souvent lente, ça demande de la patience. Donc, slide. Je pense que j'ai fini. Donc, si vous avez des questions, c'est la bienvenue. Alors, apparemment, nous avons reçu 5 questions. Donc, il y en a ceux dont vous avez répondu au fur et à mesure. Donc, la première concernant l'hypercapnie par rapport à l'âge et l'enfant. Donc, l'âge de l'enfant et jusqu'à quel point on peut tolérer une hypercapnie. Bon, les percapnies, bon, ma réponse est un peu classique pour les percapnies. Je n'ai pas de Mhm. chiffre des percapnies. Honnêtement, les percapnies, il faut que raisonner toujours en En pH. de pH. Si vous avez un pH à ça 2, commence à s'inquiéter. Même quand on pose la question aux experts, ça dépend du patient. Donc, il faut individualiser le patient. S'il n'a pas d'hypertension intracrânienne, si le patient n'est pas en HTAP, parfois même on peut tolérer un pH à 7,1 ou 7, même 7, sauf si le patient commence à présenter des problèmes hémodynamiques dans ce cas. Donc, il faut
essaye quand même, si on peut augmenter la fréquence respiratoire, si on ne peut pas, donc il faut passer à, on est au max, donc il faut passer à d'autres alternatives. Donc il ne faut jamais raisonner en termes de PaCO2, mais combiner PaCO2 au pH. Sauf si le patient il est en hypertension intracrânienne ou en HTP, ça c'est des terrains un peu particuliers. Alors, la deuxième question, il concerne le monitorage avec la pression œsophagienne. Voilà, donc, est-ce qu'il y a une place à monitorer la pression œsophagienne? La Donc, question, moi je ne peux pas. après la PEP. Voilà. La question œsophagien, la question a été posée au monsieur, la pièce maîtresse de Palais 23, monsieur Khimani. Donc sa réponse était pour lui, donc même aussi dans son service, il ne le faisait pas. Donc, moi aussi, j'ai jamais fait la pression aux ovaires au service, mais peut-être dans l'avenir proche, peut-être des centres qui vont dire qu'ils ont pratiqué, qu'ils ont surveillé les patients avec la pression œsophagienne. C'est séduisant, si on analyse un peu la mécanique respiratoire, c'est séduisant, mais il y a très peu d'écrits, très peu d'expérience concernant la pression œsophagienne. Mais j'ai aucune expérience, et même j'ai écouté la réponse de M. Khemani, donc pour lui, c'est très peu utilisé dans le monde pédiatrique. Concernant la PEP, la PEP, c'est bien sûr, hein. Donc, ça permet d'éviter un peu l'ouverture, la fermeture des alvéoles. Si on dit que la PEP, c'est le stent des alvéoles, hein. C'est un stent. Donc, ça permet d'éviter un peu l'ouverture, la fermeture. Et donc, les méthodes de recrutement alvéolaire, si on veut être un peu rapide, c'est le tableau, le tableau de l'OPEP, il faut qu'il soit affiché dans les services. Et donc, on utilise pour tel FIO2 une PEP. Et si on donne cette PEP, il faut voir un peu la pression plateau et driver pressure. Il faut que votre pression plateau ne dépasse pas 28. Et si la compliance est faible, peut accepter 32. Et que le driver pressure doit être moins de 15. Ça, c'est simple. Si vous voulez travailler avec les compliances, ça, c'est les courbes. Vous avez tous des respirateurs qui font un peu pression, la courbe pression-volume. Et vous avez vos patients en mode pression contrôlée. Vous allez augmenter votre PEP de 2 points, attendre 4 minutes, augmenter jusqu'à ce qu'il n'y a pas d'amélioration sur le plan saturation. Même la saturation, parfois, elle commence à s'aggraver. Et même l'hémodynamique ne s'améliore pas. Dans ce cas, il faut commencer à descendre jusqu'à la détérioration. Puis après, prendre 2 chiffres, la première détérioration et la deuxième détérioration. La deuxième détérioration, c'est par exemple à 8, elle s'est détériorée, je vais dire pour ce patient, la PEP optimale probablement il est à 10. Sinon, il y a même des respirateurs, ce qu'on appelle PV-Tool ou des systèmes d'intelligence artificielle qui permettent de régler, et même on a dans le Hamilton G5 une application, plutôt un logiciel qui, tu dis que le patient il est en SDRA et lui, il a un saturomètre et un capno. Et il va régler un peu, essayer quand même de trouver une plage pour la PEP optimale. Peut-être avec l'intelligence artificielle, il y aura peut-être d'autres solutions. Mais sinon, pour être clinicien, c'est le tableau. Sinon, monitorer avec les courbes pression-volume. Ça, c'est important. Est-ce que c'est clair? Oui, professeur, c'est très clair. Excusez-moi, j'ai une question. Merci tout d'abord pour votre présentation qui est assez pertinente. J'ai une question sur côté pratique. Par exemple, on a un patient en SDA sévère qui ne s'améliore pas. On a essayé de tout optimiser, ventilation technique, DV, curarisation, sédation profonde. On a même restriction hydrique. Tout se passe, mais le patient ne s'améliore pas. Il a toujours un index d'oxygénation qui est élevé, très hypoxémique, très hypercapnique, mais on n'a pas l'accès à l'ECMO. Par exemple, parce que la plupart du temps, on n'a pas l'accès à l'ECMO rapidement. Dans ce cas-là, dans votre pratique quotidienne, qu'est-ce que vous préconisez à ce stade-là? Est-ce que mettre les NO systématiquement, passer vers une pression contrôlée ou bien passer directement vers des modes non conventionnels? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là, si l'ECMO n'est pas disponible? Bon, on, maintenant, on n'a pas de kit pour l'ECMO, hein. Donc, honnêtement, si Nous on aussi. on aimerait bien
pour le moment, on aimerait bien pas être dans cette situation. Donc, on risque de perdre notre passion. Parce que toutes les modalités, changer le mode, même volume, pression, pression, volume, ça ne va pas améliorer la situation. Même les gens qui utilisent le HFO, le high frequency ou l'oscillation, donc, bon, en général, ce n'est pas une solution à ces cas, hein. Donc, la PLV, je ne sais pas, aucune expérience. On a essayé pour quelques patients, mais il faut l'essayer quand même. Il faut avoir de l'expérience pour utiliser la PLV. On ne peut pas utiliser une technique qu'on n'utilise pas souvent pour des cas très compliqués, hein. Donc, je ne sais pas, même la PLV chez l'enfant, il y a beaucoup de points d'interrogation. Je pense qu'il faut se batailler pour avoir la main facile dans les services de réanimation, l'ECMO. On a l'ECMO, on a deux ECMO dans l'hôpital, ce n'est pas dans le service, mais on travaille en collaboration avec le service de chirurgie cardiaque, mais ça fait presque plus d'une année, on n'a pas les kits. Ça, c'est, moi, je pense, la solution pour la solution pour ces cas qui sont réfractaires. Il ne faut pas peut-être chercher tort et à travers. Donc, la meilleure solution, c'est l'ECMO. Et on a expérimenté l'ECMO avec quatre ou cinq patients. Et je donnais l'exemple de cette patient, mais vraiment, le patient, on a démarré l'ECMO, je me rappelle, à 16 heures. À 20 heures, il y a une amélioration, une stabilisation. On a commencé même à dégraisser les drogues parce que le fait la dégradation hémodynamique il est en rapport avec la dysfonction de VD. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Il y a également une question qui a été posée par Mahmoud Ahmed. Donc, bonjour, cher maître. Ma question est s'il y a une amélioration avec le réglage des paramètres ventilatoires, quand faut-il faire le sevrage ventilatoire? Bon, le sevrage ventilatoire, toujours, il faut se poser la question. Donc, le sevrage ventilatoire, il faut se poser la question tout d'abord sur la FiO2. Donc, est-ce qu'on peut réduire la FiO2? Puis après, il faut voir un peu les autres paramètres, hein. Toujours se poser la question, est-ce que le patient a besoin d'être intubé, ventilé? Et donc, il faut toujours se poser la question, bien sûr, si la clinique, la stabilité hémodynamique, la courbe de compliance, la gazométrie, il y a pas mal d'indicateurs qui vous disent que le patient est en train de s'améliorer et toujours on peut titrer la FE de réduire, réduire éventuellement la PEP et voir est-ce que le patient il s'améliore ou ne s'améliore pas. En tout cas, il ne faut pas réduire tout en même temps, il faut choisir un paramètre et réduire doucement. Il faut aller doucement, il faut évaluer le patient cliniquement avec quelques paramètres, notamment la compliance statique du patient. D'accord, merci, professeur. Il y a une autre question de Mouna El-Khadiri. Donc, sa question, dans les SDRA du nourrisson, quelle interface de VNI ont montré la meilleure efficacité tolérante selon l'âge et le gabarit? Est-ce que c'est le high flow nasal cannula, masque nasal, helmet? Et privilégiez-vous une stratégie de VNI continue ou bien une alternance entre high flow et VNI? Bon, je connais Mouna, elle est passée par le service, hein. Donc elle sait que, bon, c'est difficile, en tout cas, ma réflexion, quoique. Donc, c'est-à-dire que si je pars pour un patient qui est en train de s'aggraver, je vais répondre par l'inverse, hein. C'est un patient qui s'aggrave, je mets des lunettes à oxygène. Si ça ne marche pas, le masque haute concentration. Si ça ne marche pas, le high flow nasal cannula, parce que le high flow nasal cannula, il permet pas une PEP importante, maximum 3 à 5, hein. PEP, donc elle permet plutôt de laver le CO2. Puis si ça marche pas, CPAP, si ça marche pas, mode BIPAP. Donc ça, c'est parce que en général, le mode BIPAP, c'est des patients qui ont peut-être, qui sont fatigués sur le plan musculaire. Et si on veut faire l'inverse, c'est de la CPAP, de la CPAP à la BIPAP, de la BIPAP à la CPAP, de la CPAP, ou si on a les canule, nasal cannula, puis après masque de concentration. Donc ça, c'est peut-être comment gérer un peu les modes, mais pour l'interface, il faut travailler avec l'interface où vous êtes à l'aise, hein. Nous, à un certain moment, on a travaillé beaucoup plus avec les helmets. On était à l'aise avec les helmets, mais ça fait quelques années, on a un manque d'helmets. On travaille avec les masques nasofacial. Mais sinon, le plus confortable pour les enfants, c'est le Total Face, honnêtement. Quand j'ai essayé les helmets, les masques nasofacial, par contre, les Total Face sont bien adaptés, bien supportés par les enfants. L'helmet, c'est bien, c'est efficace, mais c'est stressant pour l'enfant et sa famille. Euh, de toute façon, il faut choisir l'interface qui permet le moins de fuite.
Donc c'est ça. Donc et le total face reste donc si on l'a, donc c'est l'optimal. J'ai moi-même une réflexion, professeur Younous, avant de conclure. Donc, juste par rapport au décubitus ventral, parce que, comme vous avez dit, les nouvelles recommandations ne se sont pas prononcées, ils n'étaient ni contre ni pour. Mais dans votre pratique, est-ce que vous continuez à le faire et à le tester? Parce que si on sait très bien que le décubitus ventral, parfois, il marche en cas de SDRA. Donc, est-ce que vous continuez quand même à le tester vu votre grande expertise dans la matière? Donc, vous avez votre mot à dire. Oui, donc le PALEC 3 même. Donc la dernière plaque que j'ai mis, hein, c'était du PALEC 3. Donc ça, et c'est le MET d'équilibre ventral. Donc c'est parmi les stages thérapeutiques, mais ils ne se sont pas prononcés. Mais dans notre pratique, honnêtement, si on voit, si on commence à dépasser des PEP élevés au-delà de 15-18, on propose la déquilibre ventrale. Il y a pas mal de patients qui s'améliorent, hein. Il y a des patients qui sont recrutables. Moi, ça m'a étonné de le retirer de la comme ça, ne pas se prononcer. Moi, j'ai cru qu'ils vont même renforcer la position du ventral en le cadrant mieux avec le temps. Mais dès que ventrale, moi, j'essaie de l'utiliser de façon précoce pendant les 3 premiers jours, euh, pas forcément 16 heures, hein. Donc, on surveille le patient. Donc, si on met un index ventral, il faut surveiller dans la première 4 heures, hein. S'il y a pas, ce n'est pas répondeur, donc il n'est pas répondeur. S'il est répondeur, donc on prolonge le maximum qu'on peut. Donc, Dex ventral, oui, je le pratique et il rend service à pas mal de patients. D'accord, merci. Donc, je renvoie la parole. Je Oui, complète juste pour la VNI, hein. Donc, on peut essayer la VNI en matière de SDRA, ça c'est important, mais quand on essaie de la VNI, il faut surveiller l'autre patient. Donc, bien sûr, léger, modéré, sévère, non, préférable, non. Donc, on surveille le patient. S'il n'y a pas d'amélioration, donc dans les recommandations PALIC, ils disent qu'on peut attendre 6 heures, mais si on lit entre les lignes, mais s'il y a pas, si on voit qu'il n'y a pas d'amélioration, qu'il y a une légère aggravation, donc il ne faut pas attendre 6 heures. Donc, il faut prendre une décision bien avant 6 heures. Puis la deuxième nouveauté, auparavant, c'était les patients qui sont en immunodépression, notamment l'hémato-oncologie, c'était traité SDRA avec la vénitocour. Mais maintenant, il revient même à un immunodéprimé. On peut utiliser la VNI. Si ça ne marche pas, on l'intube et on le ventile comme les autres patients. Merci pour ce complément. Donc, merci, professeur Younous. J'ai une question à propos, avant de conclure, de faire mes séminaires, j'ai une question à propos du NO. Dans notre pratique, personnellement, on l'utilise parce qu'on n'a pas d'ECMO. Dans ce cas-là, on utilise toutes les thérapeutiques qu'on a. À votre avis, donc dans votre pratique quotidienne, est-ce que vous, lorsqu'on a une SDRA sévère, modérée, est-ce que vous utilisez le NO systématiquement ou bien on sait qu'il n'y a pas de, il y a pas de recommandation dans PALIC 3, mais qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là en ce qui concerne le NO? Et notamment, les recommandations, c'est si on voit vraiment qu'il y a il faut faire l'écho Mhm. pour 2 raisons. Pour voir est-ce que de l'HTAP et parfois il y a ce qu'on appelle une reperméabilisation de foramen ovale. Donc, quand il y a l'HTAP, ça peut reperméabiliser le foramen ovale, ça peut créer de l'époxy. Donc, dans ce cas, c'est vraiment, on est dans l'HTAP et une dysfonction de VD, oui, on peut, NO, mais à des chiffres importants, au moins 40 ppm. Donc, on démarre 20, 30, 40 ppm facilement. Donc, en dehors de l'HTAP ou dysfonctionnement sévère de ventricule droit, il n'y a pas de place, hein. Il y a des SDA c'est pas toutes les SDA entraînent de l'HTAP. Donc, on a dit que maximum 25% qui développent l'HTAP. 75% de SDA ne développent pas l'HTAP. Donc, c'est des patients probablement qui ne vont pas bénéficier de l'intérêt du nom. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Donc, je pense que le binaire, il arrive à sa fin. Donc, merci, professeur, pour cette présentation assez pertinente. On a bien appris avec vous sur les SDRA pédiatriques.
Donc, au nom du Club de Récan, nous souhaitons adresser un immense merci à vous pour la richesse de votre présentation, la clarté de vos explications, le partage généreux de votre expertise sur les SDRA pédiatriques. Un grand merci également au professeur Hauda pour sa présence bienveillante, sa disponibilité, sa modération qui ont contribué à la fluidité et la qualité de nos échanges ce soir. Et bien sûr, un grand merci à Madame Kinza pour sa présence, pour l'organisation de ce webinaire. On veut également remercier le public pour leur présence, leur participation tout au long de cette session, en espérant que ce webinaire consacré au SDRA pédiatrique vous a apporté des éclaircissements utiles et des pistes concrètes pour la pratique quotidienne. Le thème du respiratoire est vaste et passionnant. Et nous aurons le plaisir de vous retrouver dans 3 semaines pour un nouveau webinaire dans la continuité de cette thématique. Merci encore à tous et à toutes et à très bientôt pour la suite de nos échanges. Merci à mon tour, je remercie l'assistant, je remercie les organisateurs, les organisatrices pour ce webinaire. Et j'espère que on travaillera ensemble dans les années à venir, Inch'Allah. Merci beaucoup, professeur. Merci, professeur Hawa. Au revoir.